Alors, dans les mesures qui s'annoncent sur les banques françaises, le projet gouvernemental, l'interdiction du trading haute fréquence par exemple, déjà un certain nombre d'éminents banquiers évoquent une distorsion de concurrence à la fois vis-à-vis des banques américaines et y compris vis-à-vis des banques allemandes, Jean-Michel Quatrepoint. Oui, mais ça, c'est le paradoxe. C'est comme les taxes sur les transactions financières. Bon, on va arriver à la mettre en place pour 11 pays, mais évidemment, les Anglais n'y tiennent pas, les Américains non plus. Donc, on est dans un monde, un univers mondialisé, la finance étant par excellence l'univers mondialisé, et en même temps, on ne peut pas imposer de régulation au niveau mondial. Et quel sens ça a d'imposer une régulation au niveau national ? On fait un premier pas. Bon, on fait un premier pas, on donne l'exemple et en espérant que les autres seront également vertueux et suivront le même exemple. Cela dit, c'est vrai que les choses avancent un peu. Regardez sur l'histoire de la fiscalité. On avait parlé déjà sur ce plateau depuis 2-3 ans, sur la fiscalité notamment pour les multinationales type Google, Amazon et autres. Eh bien, on se rend compte que même les Britanniques commencent à réagir parce qu'ils voient une part de leur matière fiscale s'évaporer, ne serait-ce que par l'évaporation par la TVA. Une évaporation déjà sur l'impôt sur les sociétés, et quand ça touche la TVA, ça devient dramatique. Donc les Anglais eux-mêmes commencent à regarder la chose. Donc petit à petit, on peut penser qu'on arrivera à avoir une politique fiscale au niveau européen un peu plus harmonisée. Pascal de Lima. Je voudrais dire deux choses. Un premier point sur les banques et un deuxième point sur la question de l'euro. Sur les banques, il est très clair que interdire le trading de haute fréquence, ça va ne faire que des financiers qui vont contourner les nouvelles règles, puisque depuis des années, en réalité, on sait très bien que les investissements sur les marchés financiers génèrent des rendements à partir de ce que les économistes appellent l'asymétrie d'information. Le fait que vous n'ayez pas la même information que l'autre va faire que vous allez pouvoir exploiter cette information pour générer un profit. Le trading haute fréquence part de là. Le trading haute fréquence, ça consiste à passer des millions d'ordres par le biais d'ordinateurs ou de logiciels préprogrammés afin de tirer parti de petits écarts. Ces petits écarts étant l'information... À la nanoseconde. Mais ce petit écart étant l'information dont je parle. Si votre voisin a la même information au même moment, du coup, les profits vont tendre vers zéro, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Donc, faire de la réglementation à tout va, à mon avis, c'est une mauvaise chose dans le monde de la finance, parce qu'il y aura toujours des acteurs qui vont travailler en face et contourner les règles, en général, qu'ils ont implémentées, vous savez, dans le système financier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la zone euro, c'est pas une critique de l'euro, encore une fois. Il faut bien se comprendre. La zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer qu'un travailleur portugais aille travailler en Finlande. C'est pas possible. D'abord, c'est trop loin. Ensuite, il y a des aspects familiaux, culturels, etc. C'est d'ailleurs pas pareil pour le secteur bancaire. Uniformiser le secteur bancaire pose un problème qui est que la zone euro, dans cette zone euro, dans cet espace de système financier, nous ne sommes pas dans un système optimal. Il y a aussi des échelons administratifs très différents d'un pays à l'autre, etc. Donc la seule solution, c'est une coopération renforcée par État avec des objectifs en matière de surveillance prudentielle bancaire et avec des objectifs en matière de surveillance économique par pays. Il faut traiter les choses par pays sur le plan d'une coopération renforcée inter-État, comme le proposait Jacques Delors. Il faut arrêter d'aller vers une intégration absolue. Jean-Michel Quatrepoint, The Economist, qui est une grande institution de la presse, influent et libéral hebdomadaire britannique, titre que la France est une bombe à retardement au cœur de l'Europe. Oui, mais enfin, ça, c'est le French bashing propre à nos amis britanniques. Ils aiment faire ça. Bon, cela dit, le problème de la France, c'est quoi ? C'est pas tant le coût du travail. Je pense que c'est la durée du travail, globalement, sur une année, voire sur une vie. Ça, c'est un vrai handicap de compétitivité. On vient encore de passer 15 jours de vacances en novembre. Vous avez vu qu'une partie de l'activité diminue parce que et tout ça, mais ça vous entraînerait trop loin. Mais c'est une habitude française. Et ça, les étrangers nous regardent avec les yeux ronds. Ils disent mais les Français, ils travaillent jamais, ils sont jamais là. Alors quand on est au travail, effectivement, notre productivité est plus forte. Il faut rattraper le temps perdu. Donc les Britanniques, bon, comme ils ont leurs propres problèmes, c'est facile de taper sur la France. Cela dit, c'est vrai que ce qui manque en France, indiscutablement, c'est la confiance. Nous sommes un peuple dépressif. Nous sommes en dépression. Alors, il y a peut-être des raisons d'avoir la dépression, mais nous n'avons pas réellement confiance. Tant qu'on n'aura pas retrouvé cette confiance, on pourra faire tous les plans, les pactes de compétitivité que l'on veut, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut arriver à retrouver la confiance en nous-mêmes. Et ce qui est
pas une mince affaire. Éric Delannoy, comment on le crée, ce choc de confiance? Pour reprendre une expression d'ailleurs que Louis Gallois affectionne. Puisque... Vous savez bien que moi, la notion de choc, j'y crois pas trop, puisque je suis un grand adepte de la temporalité et de laisser du temps au temps sur ces sujets-là. Donc la confiance, elle est par des exercices formels tels qu'on vient de le voir aujourd'hui, mais elle est par le fait qu'on se pose les bonnes questions. Dans l'interview, enfin dans la conférence de presse qu'on vient de voir, à aucun moment on parle de projet européen alors qu'on fait référence aux prédécesseurs. Les prédécesseurs ont tous fait la promotion d'un projet européen. Là, on ne parle pas de projet européen, on parle d'interaction politique entre différentes entités dont on se pose la question de savoir comment ils se positionnent par rapport à des échéances électorales. C'est pas du tout pareil. Vous évoquiez tout à l'heure la partie bancaire. Il y a un deuxième sujet extrêmement clé qu'on évoque peu, ou en tout cas qu'on feint de ne pas évoquer, c'est la place de la Grande-Bretagne dans l'Europe. La Grande-Bretagne qui est en train de mettre un veto sur le budget européen quand on sait que le budget européen est 6 fois plus faible que le budget fédéral américain, où on commence seulement à voir les effets d'une véritable fédération. Et quand on sait que 60% des transactions financières se font en Grande-Bretagne. Donc mettre en place une union bancaire sur la Grande-Bretagne, ça n'a pas beaucoup de sens. Mettre en place une interdiction sur le trading à haute fréquence ou une séparation des banques d'investissement et des banques des détails sans prendre en compte la Grande-Bretagne, ça n'a pas beaucoup de sens. Là est la distorsion de concurrence. Quelle est la place de la Grande-Bretagne dans ce jeu-là, quand on sent que de plus en plus, elle s'éloigne de ce qui fait une Union européenne? Ma question va vous sembler peut-être naïve, Jean-Michel Quatrepoint, mais justement, avec des dirigeants qui ne cessent de dire croissance, mettre de la croissance dans les politiques européennes, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu, alors sur l'axe franco-allemand, plus largement, des annonces justement, alors je ne sais pas, un TGV européen, un grand projet industriel sur les nouvelles énergies qui soit l'incarnation pour les citoyens de quelque chose qui aurait à voir avec la croissance. C'était comme ça que cela s'est passé dans les années 50, 60, 70. Les prédécesseurs d'Angela Merkel. Airbus, Arianespace, etc. Et ça, c'était du concret. EADS. Parce qu'on ne se met pas d'accord sur les modalités de financement de ce type de programme. Un project bonds dont on a un peu parlé il y a pas mal de temps, sur la capacité de l'Europe à mettre en place des missions obligataires au niveau européen, les Allemands se disent c'est nous qui allons devoir financer ça. Et donc ils n'en veulent pas. Donc on ne trouve pas les modalités de financement d'infrastructures globales. Parce qu'on ne sait pas comment doivent se positionner les différents pays dans ce projet européen que personne ne définit vraiment. Et je crois aussi, et ça, Jean-Marc Ayrault a employé le terme « comprendre l'autre ». Il a raison. Je pense que nous sommes arrivés à un moment, avec la complexité, les problèmes, etc., où il serait temps de faire le point. C'est-à-dire, notamment, la relation franco-allemande, essentielle à l'Europe. Et on se met tous autour de la table. Mais pas seulement les politiques, mais tout ce qu'on appelle les forces vives, les philosophes, les syndicats, bien sûr, et tous les partis politiques. Et de dire, face à face, quels sont les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut, nous, Français, nous devons comprendre l'Allemagne. Mais il faut que l'Allemagne comprenne la France aussi. Et que chacun tienne compte de l'autre. Et ne soit pas systématiquement, effectivement, dans des rapports de force, ce qui est un peu le cas actuellement. Pascal de Lima, c'est vrai que ces jours-ci, la presse allemande ne s'est pas privée. Notre confrère Olivier Guest de la Frankfurter Allgemeine Zeitung est parti, mais ne s'est pas privé de brocarder le plan de compétitivité français, la mollesse du gouvernement, etc. On est constamment dans la contradiction. C'est-à-dire que le plan de compétitivité français repose sur un instrument principal qui est le crédit d'impôt. Bon, on ne va pas faire des détails sur le crédit d'impôt, mais très simplement, ce crédit d'impôt, il est d'autant plus élevé puisqu'il repose sur la masse salariale. Il est d'autant plus élevé que votre masse salariale est élevée. Il y a une contradiction. Comment faire de la compétitivité si, pour percevoir un montant élevé de crédit d'impôt, il faut que la masse salariale soit d'autant plus élevée? Et plafonner à 2,5 SMIC. Tout à fait. Il y a une contradiction, encore une fois, constante sur des mesures fondamentales d'économie. Et puis, surtout, je crois que c'est un peu la conclusion du problème. En réalité, ce qui se passe en Europe, et la France est aussi responsable de cela, parce qu'elle ne communique pas bien et elle connaît bien les chiffres, c'est qu'on a beaucoup de mal à évaluer la question de la Grèce, en fait. La Grèce est le point névralgique actuellement de l'Europe et on n'ose pas parler du coup d'une contagion possible de la Grèce à l'intérieur de la zone euro ou du coup d'une contagion possible de la Grèce si cette Grèce sortait de la zone euro. Et en réalité, on a bien peur que la première solution soit supérieure à la deuxième, c'est-à-dire que le coût de la contagion soit colossal
pour une Grèce à l'intérieur de la zone euro par rapport à une situation où elle serait éventuellement en dehors de la zone euro. Moi, je crois que mais c'est tabou politiquement. Bien sûr, c'est tabou. Moi, je crois que les Européens ont peur, au niveau politique, je parle, ont peur que ce coût soit extrêmement élevé, le coût du maintien de la Grèce dans la zone euro par rapport à une sortie. Il est là le point névralgique. Eric ? Oui, non, mais heureusement que c'est un tabou politique. Moi, je reste convaincu que le coût de la sortie de la Grèce de la zone euro ne se chiffre pas parce qu'on casse le dernier socle de la confiance, enfin, qui s'appelle la confiance. On voit que depuis 2008, tout a été, les exagérations qu'on a vues, y compris dans l'évaluation de la crise, ont reposé sur un problème de confiance. Et à partir de ce moment-là, si on casse la confiance liée à l'euro, on casse toute la structure européenne. Merci beaucoup, messieurs. Commentaire à chaud donc de cette conférence de presse franco-allemande. Vous avez pu la suivre en direct sur LCI. Jean-Marc Ayrault était reçu par la chancelière Angela Merkel. Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale et député Europe Écologie Les Verts, sera mon invité pour le Oui-Non à 18h30 après le grand journal de Romain Huston.